Salut bande de curieux, la série animée dont on va parler aujourd'hui est tellement oubliée qu'elle n'a pas de page Wikipédia. Et figurez-vous qu'il est impossible de la regarder à moins d'avoir les VHS d'époque. Mais rassurez-vous, chez Papa Blender, je sais comment nous faire voyager dans le temps. Excusez-moi. Oui, c'est pourquoi. On est en quelle année? 2021. Quel mois? Août. Oh, merde. Vous aimez Robocop? Ouais, j'adore Robocop, mais pourquoi? Tenez, prenez ça. Regardez la caméra et souriez. Grâce à Altaïa, construis ton propre Robocop. Tu en as assez des figurines en plastique? Tu veux des maquettes de bonhommes? Avec la nouvelle collection d'Altaïa, vous pourrez assembler étape par étape la réplique fidèle de l'un des héros les plus célèbres et influents de l'histoire du cinéma d'action. Robocop. Et le premier policier cyborg. Ah non, le premier cyborg, c'est l'inspecteur Gadget. Aïe! Cette collection inédite, approuvée par la licence officielle du Metro-Goldwyn-Mayer, vous permettra d'assembler étape par étape une fidèle reproduction grand format du modèle original du film Robocop de 1987. Ce Robocop mesure 62 cm alors qu'un Jumbo Goldorak n'en fait que 59. Fabriqué avec des matériaux de très haute qualité et d'une grande minutie, il comprend des éléments emblématiques du légendaire personnage tels que son revolver et son étui de jambe, tout en reproduisant également plusieurs phrases légendaires qui ont marqué le genre d'action des années 80. On peut tromper 1000 fois une personne. Avec chaque livraison, vous recevrez un livret complet avec tous les secrets de Robocop et un guide de montage avec des instructions illustrées étape par étape. Abonnez-vous et vous pourrez profiter de divers cadeaux tels que les 3 posters Robocop, une casquette Robocop, un t-shirt Robocop et une batterie externe de la collection Robocop. Et si vous vous abonnez avant le 15 septembre en utilisant le code Papa Blender, vous recevrez en cadeau exclusif un sac à dos de la collection. Le crime n'attend pas, mais pas de panique. Vous trouverez tous les liens dans la description de la vidéo. Thank you for your cooperation. Bon. Excusez-moi, c'est par où la Franche-Comté? Bleu l'enfant de la Terre est une série animée française diffusée sur Canal+ en 1990. Initialement prévu pour 52 épisodes, c'est l'un des projets les plus ambitieux du cartoon français. Il devait dépasser de loin la qualité des animés japonais et s'aligner sur les productions Disney. C'est le fruit de la collaboration entre le dessinateur Philippe Druyet et les plus grands noms de la production jeunesse de l'époque. Et à la demande du ministère de la Culture, d'importants fonds seront débloqués à partir de 1986 pour soutenir sa réalisation. On a même eu des jouets que vous avez forcément connus, mais pourtant, c'est l'un des plus grands beats de l'histoire de l'animation française. Bleu, l'enfant de la Terre est un conte de science-fiction dans la lignée des mondes engloutis. Le personnage principal s'appelle donc Bleu, et à l'image d'Ulysse 31 découvrant ses compagnons endormis, les parents de Bleu sont plongés dans un profond sommeil artificiel au cœur de la grande cité morte, ce qui semble être le cas de tous les habitants de la planète. Il est le seul à pouvoir sauver son espèce et se met donc en quête de remèdes pour lever la malédiction qui s'est abattue sur son peuple. Dans ses aventures, il est aidé par Saphir, son double féminin, qui ne semble pas être affecté par la malédiction, mais dont on ne sait pas grand chose. Il y a également Griff, une sorte de félin robotique qui n'est pas sans rappeler les lions de la série Voltron. Et pour se déplacer, il utilise Surf, un tapis volant 3.0 qui sait parler et même chanter. Et parce qu'on fait des comparaisons, ça fait quand même vachement penser à Shaq dans les mondes engloutis. Mais bon, pour les analogies, on y reviendra un petit peu plus tard. Ici, l'univers n'a rien de bien gai, l'ambiance est même assez pesante. Bleu doit faire face au terrible empereur Jamal et son sbire Calderic, une sorte de cyborg à la Star Trek, mais qui a la particularité d'avoir la tête de son siamois dans le cou. Ouais, c'est assez dégueulasse et en plus il est vraiment très con. Alors je vous vois venir, le pitch nous évoque des tas de références, on est prêt à crier au scandale, au plagiat. Les hargneux. Mais attendez 5 minutes, car l'artiste derrière cette série animée est l'un des plus grands noms de la bande dessinée de SF. C'est d'ailleurs de lui que s'est inspiré George Lucas quand il a créé Star Wars. Ouais.
rien que ça. La base graphique de Star Wars vient de la Navy et de la NASA. Il a tout englobé, il a pris partout. La sculpture qui est derrière, j'ai des gamins de 15 ans qui arrivent ici et ils disent « Ah, Star Wars ». J'ai dit non, j'ai commencé en 69. Alors il y a du Druillet chez Lucas, mais il n'y a pas que du Druillet. Je suis désolé. Même si la BD c'est pas vraiment votre truc, vous avez forcément entendu parler de Philippe Druillet, ou du moins vu son travail. Jeune auteur, il commence avec la saga de Lone Sloan, les aventures d'un navigateur interstellaire solitaire qui erre dans l'espace. Puis au gré des rencontres, il montre son travail à Jean Giraud, alias Mobius, et René Goscinny, qui lui ouvre rapidement les portes du journal Pilote, la référence en matière de BD franco-belge. En 1974, il quitte le journal pour rejoindre les prestigieux Humanoïdes Associés pour fonder Métal Hurlant aux côtés de Mobius, Bernard Farkas et Jean Dionnet. Des ouvrages violents, sexy, effrayants, magiques qui marqueront toute une génération de lecteurs entre les années 70 et 80. Druillet est également nourri par le cinéma, on lui doit un grand nombre d'affiches telles que La Guerre du Feu ou encore Le Nom de la Rose. Son univers graphique est très particulier, froid, métallique et anguleux. Et cette esthétique est intimement liée à ses jeunes années. Né en juillet 1944, le jour de l'assassinat par la résistance de Philippe Henriot, secrétaire d'État à la propagande du régime de Vichy, ses parents vont le prénommer Philippe en hommage à ce collabo. Pas de bol, ses parents sont des pétinistes convaincus. Alors là, pour le coup, l'expression « on ne choisit pas sa famille » prend tout son sens. Autant vous dire que fin 44, il faisait pas bon être du côté de Pétain, et ses parents qui sont alors responsables administratifs au sein de la milice du Gers, doivent trouver un moyen d'éviter la peine de mort pour trahison. Proche du parti franquiste, c'est en Espagne qu'ils vont trouver refuge, à Figueras plus exactement, la ville natale du peintre Salvatore Dali. Philippe Druillet va grandir sans connaître le passé de ses parents, mais dans une ambiance sombre et pesante, qu'il forcera à se réfugier dans un monde fantasque qu'il mettra très vite sur papier. À la mort de son père, en 1952, il retourne vivre à Paris, chez sa grand-mère. C'est là qu'il se forme au dessin avec ses maîtres, Piem et Jean Boulet, dessinateurs du Saint-Germain-des-Prés de l'après-guerre, qui fera son éducation cinématographique et fantastique. Alors vous allez me dire, comment l'un des mousquetaires de la BDSF des années 70 se retrouve à faire un dessin animé pour Canal+. Au début des années 80, la plupart des dessinateurs français partent pour l'étranger. Le géant Disney avale une grande quantité des artistes du pays en leur offrant des projets de grande envergure. Au même moment, en France, après un passage en force de Goldorak, les producteurs pillent les catalogues nippons et délocalisent la création de l'animation en Asie. Pour faire face à cette désertification culturelle, Jack Lang, alors ministre de la Culture, lance en 1983 le plan Image pour redonner au film d'animation ses capacités d'antan. Ce plan de relance s'articule autour de 4 mesures. La première consiste à fonder des écoles pour former les nouveaux dessinateurs, tels que la prestigieuse École des Gobelins. La deuxième encourage la création de la production grâce à des crédits exceptionnels du CNC. La troisième favorise le rapatriement de nos talents, là encore avec des ressources matérielles. La quatrième assure l'avenir de la diffusion des films dans le cadre d'un accord conclu avec Antenne 2. C'est Jacqueline Joubert, alors directrice des programmes jeunesse, qui participe activement à la programmation de nouveaux dessins animés français. Les chaînes publiques de télévision se voient imposer des cahiers des charges avec des engagements de coproduction qui seront ensuite étendus aux chaînes privées telles que Canal+. Ces dernières râlent mais n'ont finalement pas le choix. En 1984, Jacqueline Joubert, qui travaille alors avec les dessinateurs Roland Topor et Cabu, demande à rencontrer Philippe Druillet, le maître incontesté de la bande dessinée de science-fiction. Elle lui commande 52 épisodes de 26 minutes d'une série animée. L'univers féerique et démesuré de Bleu l'Enfant de la Terre allait remplacer sur le petit écran le dessin bâclé des histoires rudimentaires des Goldorak et autres feuilletons japonais. Le renom international de l'auteur pouvait aider l'animation nationale à sortir des frontières et à gagner des marchés. Antenne 2 débloque alors des fonds, avec l'aide du CNC, mais également de la ville d'Angoulême qui pour l'occasion mobilise ses élèves des Beaux-Arts. Le tournage commence et le dessin animé est même annoncé à l'antenne par Dorothée dans l'émission Récréa 2 en 1986. Et j'espère que vous vous intéressez à la bande dessinée parce que c'est pas du tout un art mineur, n'est-ce pas Cabu? Non, c'est un art majeur. Hein Cabu? On l'a bien vu avec Druillet, dis donc. Oui, hein, il est doué lui. Entre autres. Mais au bout de 13 épisodes, le projet vire au cauchemar et s'enlise dans un casse-tête juridico-financier. Pour produire la série, Antenne 2 a fait appel au daron de l'importation, celui qui a fait venir Goldorak, Albator et même les Tortues Ninja, Bruno René Huchez. L'homme derrière le célèbre logo IDDH, installé depuis peu à Angoulême dans ses studios de production, il vient de terminer Clémentine et promet le bon déroulement de la réalisation.
Mais au lieu de laisser travailler les équipes locales dirigées par le maître Drouillet, il va petit à petit délocaliser la production en Corée et fermer les vannes du financement. Un dessin animé aujourd'hui, c'est de l'art ou du commerce? Moi, j'ai jamais vu comment on pouvait financer l'art sans commerce. Bruno Huchez refuse l'application des normes professionnelles en usage dans le monde du cinéma et du dessin animé. Puis subitement, il décide de licencier les 3/4 de l'équipe technique, réalisateurs et scénaristes compris. Et pour mieux financer le projet, il force Drouillet à intégrer à l'histoire des jouets du fabricant japonais Bandai, des petits robots humanoïdes qui se transforment en pierre. Les fameux Rocklords. Bon alors l'idée elle est plutôt bonne parce qu'ils ont un produit dérivé à intégrer directement dans la série Bleu l'Enfant de la Terre, sans passer par la case production, ce qui est relativement coûteux. Ouais, sauf que 6 mois plus tard, on apprend qu'Huchez n'a jamais eu les droits des Rocklords et on voit débarquer ça à la télé. La série Machine Robot Chronos no Daigyakushu, alias La Revanche des Gobos, qui met en scène les aventures des Rocklords. Oui, je suis désolé, mais ça a quand même plus de gueule. Philippe Drouillet finit par être viré. Il faudra qu'Antenne 2 intervienne et mette la main à la poche de plusieurs millions de francs pour relancer la création. Initialement prévu pour une sortie en 88, c'est finalement Canal+, qui investira les derniers francs et permettra à la série d'être diffusée en 1990 sur saison de cryptée. Bon, et maintenant vous allez me dire, finalement, il y a quoi de si catastrophique avec Drouillet aux commandes, tout l'argent qui a été investi? Eh ben, je vous laisse juger par vous-même. Le dessin animé commence sur un générique avec le gros logo IDDH et rapidement on entend la voix de Francis Cabane. C'est un mix entre Francis Lalanne et Francis Cabrel. Bon, les paroles n'ont rien de bien ouf, hein, mais ça, à l'époque, on avait l'habitude. Se bat pour délivrer sa mère et son père. On le laisse pioncer, qu'est-ce qu'on fait? Et le générique continue. Putain, mais il fait 3 minutes 20 ce générique sur une série de 20 minutes. Ah, rapidement, Bleu apparaît sur Surf. Et au bout de 20 secondes, il trouve la cité où sont ses parents. Hop, fin de la série, générique. Ah ben non, en fait, son putain de tapis volant refuse d'obéir, il se prend un mur invisible, un soleil apparaît, et d'un coup il fait nuit. Bonsoir et à demain. Cacamoulax. Finalement, il décide d'aller chercher l'aide de Saphir, qui joue sur la plage avec les Rocklords, comme ça, au KLM, et on n'en saura pas plus sur leur existence. Ils sont juste là, ils existent, comme ça. T'as qu'à les acheter. C'est de envie, je pense. Bleu finit par arriver sur la plage, mais au lieu de demander de l'aide, bah finalement il préfère se cacher et la mater avec son chat. Du coup c'est putain de long. Et cette musique, à chaque plan, il y a cette putain de musique qui fait péter un câble. Finalement, on zappe sur Caldéric, le méchant, qui tente d'attraper un homme souris. Jamal le convoque en imitant le docteur Mad. Tu as été assez stupide pour laisser cette poussière bleue. Il lui donne une boule magique contenant une arme redoutable et lui ordonne de partir. Et... mais putain, mais c'est quoi ces bruitages? Pendant ce temps, sur la plage, on s'en bat les couilles et un des Rocklords tente d'attraper un ovni. Mais c'est le même plan en boucle, encore avec cette putain de musique. Bon, Saphir finit par griller Bleu. Ça fait longtemps que tu es là? Oh, non, je viens juste d'arriver. Non mais t'es sérieux, ça fait 1 heure que t'es en train de la mater, en train de caresser ton chat. Il finit par demander de l'aide et là, Saphir lui répond que non, ça presse pas, elle préfère aller se baigner et parler sous l'eau. Caldéric en profite pour se vider les boules et là, bah ça vire au hentai. Oh, qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi! On est quand même sur un dessin animé 6-12 ans à la base. Là, attention, scène d'action, et qui dit scène d'action, dit musique d'action. Ah bah ils sont pas fait chier, hein, ils ont repris le thème du générique.
Donc là, Bleu, il se vénère. Il envoie littéralement des lasers avec les mains pendant que les Rock Lords rebondissent sur la plage. Il finit par rattraper Calderic qui lui promet de libérer Saphir en échange d'un artefact magique que Bleu lui a volé. Au même moment, des femmes poissons envoient une armée de baleines attaquer le vaisseau de Calderic. Il tombe dans l'eau, marée noire, Bleu en profite pour essayer de libérer Saphir, mais se fait interpeller par... Vous autres, avec moi. les robots dans le gendarme et les extraterrestres. Calderic sort son épée et pourfend Bleu qui se multiplie. Putain, mais depuis le début, en fait, c'est un ver de terre. C'est finalement le chat qui est moins con et libère Saphir de ses bubules. C'est la levée de la restriction sanitaire, alors elle enlève son masque. Bleu se barre avec les ferro-rochers et balance l'artefact dans l'eau. Calderic plonge et disparaît. Et là, crossover des mondes engloutis. Va, enfant de la Terre. Et à partir de là, il est impossible de savoir ce qui se passe ensuite, car aujourd'hui, il n'existe qu'un seul épisode ripé sur YouTube. Alors si certains d'entre vous retrouvent les VHS chez eux, c'est collector. Mais attention, c'est quand même difficilement regardable, à réserver uniquement aux fans hardcore de Philippe Drouillet, des Rock Lords ou des champignons mexicains. Voilà, cette nouvelle vidéo consacrée aux séries oubliées touche à sa fin. Dites-moi en commentaire si vous vous en souveniez. Et en attendant, je compte sur vous pour lâcher de gros pouces, la partager, la liker, la commenter, et surtout vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et si vous voulez en savoir plus sur la vie de Philippe Drouillet, je vous invite à lire sa biographie, Delirium, parue aux éditions Les Arènes. Je vous mettrai un petit lien dans la description de la vidéo. Pour ce qui est des Rock Lords, il y a beaucoup à dire sur le sujet. Avec mon camarade Archeo Toys, on a lancé une nouvelle chaîne qui s'appelle Toy Game, consacrée exclusivement aux jouets sous toutes ses formes. On aura donc l'occasion de revenir sur ces robots rochers, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et vous abonner. Pour ma part, je m'en retourne explorer les confins de la contre-culture pop, je vous dis à très bientôt dans notre prochaine vidéo, mais d'ici là, pensez à vous amuser. Ciao tout le monde!